Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez au cœur de l'info du vrai. PMA, Macron réveille les passions. La procréation médicale assistée n'était jusqu'ici autorisée qu'aux couples hétérosexuels. Elle va être étendue à toutes les femmes. Les célibataires et les lesbiennes sont donc évidemment concernés. D'aucuns s'inquiètent de l'arrivée de la GPA. Et la Manif pour tous a immédiatement réagi de façon négative. Il s'agit pourtant d'une mesure de justice sociale, affirme la secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes. Pour en débattre, nos invités, Caroline Mécari est avocate au barreau de Paris, spécialiste en droit de la famille. Je rappelle votre livre « L'amour et la loi » chez Alma Éditeur. Aude Mirkovitch est juriste, vous êtes porte-parole de l'association Juristes pour l'enfance. Vous êtes l'auteur de PMA, GPA, quel respect pour les droits de l'enfant aux éditions Teki. Enfin, François de Singly est sociologue, spécialiste des questions familiales. Parmi vos nombreux ouvrages, citons une sociologie de la famille contemporaine, paru aux éditions Armand Collin. Ma première question est pour vous, Caroline Mécari. Est-ce que vous avez été surprise par l'annonce, je dirais le timing, parce que d'aucuns estiment que c'était une bonne diversion pendant les manifs contre la loi travail? Écoutez, d'abord, Marlène Schiappa n'est pas en charge du dossier de l'ouverture de la procréation médicalement assistée. Normalement, ça dépend d'Agnès Buzyn. Donc, ministre de la Santé. Ministre de la Santé. Oui. Donc, en effet, je pense que c'est une annonce opportuniste au regard à la fois de la mobilisation contre les ordonnances sur le droit du travail, la discussion actuellement en commission des lois de la nouvelle loi sur la sécurité intérieure. Voilà, je pense que c'est vraiment parce que il fallait absolument, si vous voulez, il fallait absolument que ce soit le ministre de la Santé qui l'annonce. Non, mais ça n'a aucun sens d'annoncer hier. Ouais. Quelque chose qui avait déjà été annoncé au mois de juin par Madame Buzyn. Et pour nous dire quoi? Non pas pour nous dire ça y est, nous allons sortir la question de l'ouverture de la procréation médicalement assistée à toutes les femmes de la révision des lois bioéthiques. Et donc, nous allons le faire maintenant. Mais non, pour nous dire quoi? Non, ce qui avait déjà été dit. Ça va être fait dans le cadre de la révision des lois bioéthiques, qui est un processus par ailleurs extrêmement lourd. Donc c'est à mon avis une annonce parfaitement calculée sur le plan politique, pour faire diversion, en effet, pour répondre à votre question. François de Singly? Oui, mais on peut aussi penser, indépendamment de la journée, le fait que ce ne soit pas la ministre de la Santé peut avoir un certain sens, puisque, y compris parmi ceux qui sont contre, la PMA était officiellement pour des couples qui avaient des problèmes, entre guillemets, médicaux et tout. Donc on peut penser que ça soit quelqu'un d'autre. Moi, je pense que c'est pas forcément mal. Bon, alors la secrétaire d'État qui l'a annoncé parle de justice sociale. Ces termes de justice sociale pour aborder la question qui nous préoccupe ce soir. Ça vous semble être logique, fondé? Enfin voilà, pourquoi ça vous fait rire ce que je vous demande? C'est vrai que pour moi, je comprends le terme, mais c'est pas forcément cela que j'aurais employé, très honnêtement. Lesquels vous auriez choisi? Déjà, justice et égalité ne sont pas exactement les mêmes choses. Et puis, j'aurais parlé tout de suite, non pas du point de vue des parents, mais du point de vue qu'il peut y avoir des nouvelles formes de familles et que les familles avec enfants. La famille n'est pas d'abord un lieu... Enfin, pour moi, théoriquement, la famille n'est pas un lieu d'abord de justice sociale. Enfin, pour moi, ce n'est pas les deux termes qui vont ensemble complètement. Vous voulez ajouter quelque chose? Non, mais c'est-à-dire qu'on comprend bien que Marlène Schiappa a utilisé ce terme pour mettre en relief la discrimination qui existe aujourd'hui entre les couples hétérosexuels qui ont accès à ces techniques de procréation médicalement assistée et les couples de femmes qui aujourd'hui n'y ont pas accès et sont donc obligés, ou en tout cas si elles souhaitent fonder une famille, parce que c'est quand même bien de ça dont il s'agit, elles vont à l'étranger. Et à l'étranger, cela a un coût. Et donc le terme de justice sociale, c'est pour rappeler cette discrimination et pour dire simplement que le droit français, enfin la loi, doit permettre à tous les citoyens français, y compris donc les couples de femmes, d'avoir recours à cette technique en France et donc à ne pas avoir à dépenser cet argent à l'étranger pour pouvoir fonder une famille. C'est en ce sens-là qu'il faut, à mon avis, qu'il faut l'entendre. C'est pas dans un autre... Enfin, voilà, c'est ce sens-là. Elle a un titre de secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes. Comment avez-vous réagi en apprenant cela?
Écoutez, moi, personnellement, le calendrier politique m'importe peu parce que ce qui m'intéresse, c'est de voir ce qui est annoncé du côté des enfants. Donc ça ne change pas en fonction des manifestations qui peuvent y avoir par ailleurs. Et le terme de justice sociale me semble pas du tout approprié en ce qui me concerne parce que la justice intègre tous les protagonistes. Et là, on parle des désirs des femmes qui sont totalement légitimes, certes, mais qui ne peuvent pas être réalisés à n'importe quel prix. Surtout si le prix, c'est de priver un enfant de père. Et en l'occurrence, la PMA pour les femmes, c'est des PMA sans hommes. Donc des PA, sans hommes, il s'agit de recourir à des donneurs qui, paraît-il, ne sont pas des pères, n'ont pas vocation à être pères. Donc il s'agit bel et bien d'organiser la conception d'enfants dont il est programmé qu'ils n'auront pas de père. Et je pense que le terme de justice n'est vraiment pas approprié. Une procréation avec programmée sans père. Alors, qu'est-ce que ça vous fait réagir? Oui, non, mais d'abord, c'est une caricature, parce que 90% des procréations médicalement assistées qui sont effectuées par des femmes sont faites dans le cadre d'un couple de femmes. Donc, ce sont des enfants qui ont, dès l'origine, deux parents. Et la difficulté de Mme Yerkovik, des juristes pour l'enfance, de la Manif pour tous, c'est de pouvoir imaginer ou de pouvoir accepter qu'il n'y a pas qu'une seule forme de famille, papa, maman et les enfants. Il y a et François de Singly, j'imagine, abondera dans mon sens, c'est-à-dire qu'en tant que sociologue, il constate que dans la réalité de tous les jours, que ce soit en France ou dans d'autres pays, en Europe, il y a une diversité de familles. Et donc, pour un enfant qui est conçu, qui est voulu, par exemple, par un couple de femmes, oui, cet enfant, d'emblée, a deux parents de même sexe. Et il va apprendre petit à petit qu'il y a d'autres familles où il y a un père, une mère, où il y a éventuellement deux hommes qui sont les pères. Et voilà, il faut avoir un peu d'empathie pour pouvoir concevoir le fait que il n'y a pas qu'un seul modèle de famille. Aujourd'hui, et depuis maintenant pratiquement le début des années 60, on a une évolution des familles qui est considérable et donc il y a une variété de faire famille. Vous ne dites pas aux opposants à la procréation médicale assistée, un homme et une femme, c'est la même chose ? Je vous interroge sur ce qui fait débat, en fait. Oui, c'est la présence d'un père. Voilà, d'une identité masculine et d'une identité féminine. Non, alors... Non, un homme, une femme, d'un point de vue physiologique, c'est pas la même chose. Mais en revanche, dans la construction, dans la structuration psychologique d'un enfant au sein d'une famille, qu'elle soit hétérosexuelle ou qu'elle soit homosexuée, il n'y a pas de difficultés particulières pour les enfants qui sont élevés par deux femmes ou par deux hommes. L'hétérosexualité des parents n'a jamais été une garantie de quoi que ce soit. Si vous voulez que je vous parle du nombre d'incestes dans les familles hétérosexuelles, je peux. Je ne vais pas le faire, je ne vais pas aller sur ce terrain-là. Ce que je sais, non, ce que je sais... On peut rappeler que la violence, la famille, ça choque toujours, est le lieu de la violence dans notre pays, et notamment des violences sexuelles. Voilà, et par ailleurs, il existe... C'est pas un tabou, il faut le dire. Non, non, mais ensuite, nous avons maintenant aujourd'hui suffisamment de recul sur les enfants qui sont élevés par deux femmes ou par deux hommes pour savoir que ces enfants vont ni mieux ni moins bien que les enfants élevés par un couple hétéro. Avant de vous redonner la parole, on va découvrir le premier reportage de cette émission. C'était donc bien un engagement de campagne d'Emmanuel Macron. La secrétaire d'État à l'égalité a annoncé hier l'ouverture de la procréation médicale assistée à toutes les femmes. Les célibataires et les lesbiennes sont désormais concernés. Sonia Sadone, Hugo Blay. Un pas en avant pour les femmes célibataires ou homosexuelles qui souhaitent accéder à la procréation médicalement assistée. Hier, Marlène Schiappa, la secrétaire d'État de l'égalité homme-femme, a assuré que la réforme sera lancée d'ici 2018. C'est une question de justice sociale pour permettre aux femmes qui sont lesbiennes ou célibataires de pouvoir avoir un accès à la PMA comme les femmes hétérosexuelles en couple. Nous pouvons passer une étape dans le débat et aller vers un débat parlementaire qui aura lieu à l'automne 2018 dans le cadre de la révision de la loi bioéthique avec un débat, une consultation large avec les parlementaires et avec l'ensemble de la société. C'était une des promesses de campagne d'Emmanuel Macron. Je suis favorable à ce qu'on étende la PMA aux femmes seules et aux couples femmes de même sexe, parce que je pense que c'est une innovation médicale aujourd'hui encadrée qui n'a pas de raison d'avoir cette discrimination. Aujourd'hui en France, seuls les couples hétérosexuels stériles peuvent recourir à la PMA. Les enfants nés par cette technique médicale représentent 3,1% des naissances françaises. Les femmes homosexuelles ou célibataires qui souhaitent avoir un enfant doivent alors se rendre dans des pays où la PMA est autorisée,
ailleurs en Europe. Si le gouvernement avance sur ce dossier, c'est parce qu'il y a 3 mois, il a eu le feu vert du Comité consultatif national d'éthique. Le CCNE, en tant que tel, recommande dans ce texte l'ouverture de l'AMP, c'est-à-dire dans ce cas précis de l'insémination artificielle avec donneur, aux couples de femmes et aux femmes seules. Mais il le fait parce que et à condition que, avec des raisons et avec des conditions. Un comité favorable aux 2 techniques médicales de PMA, l'insémination artificielle ainsi que la fécondation in vitro. Mais certaines associations s'inquiètent des délais d'application trop longs et regrettent un manque de clarté du projet de loi. Là, on nous parle de 2018, mais il n'y a rien de concret. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de proposition de loi. Ce n'est pas encore inscrit à l'agenda législatif. Nous ne savons même pas qui sera le rapporteur de cette loi. Enfin, pour l'instant, il n'y a rien de concret par rapport à cette loi. C'est de l'ordre de la promesse. Nous attendons ça rapidement. Avant, bien entendu, que les franges les plus réactionnaires, comme la Manif pour tous, s'organisent et essayent de contrer un éventuel projet de loi. Dans l'opinion publique, le débat semble tranché. Selon un récent sondage, 60% des Français se disent favorables à la PMA. Aude Mirkovitch, soyons là aussi très directs. Est-ce que vous déniez à 2 femmes lesbiennes la possibilité de pouvoir élever un enfant ? Ah, mais 2 femmes lesbiennes peuvent bien entendu élever un enfant, mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est de concevoir... Si, c'était forcément une partie du sujet. Il s'agit de concevoir un enfant sans père. Après ça, il y a des enfants dont la mère est homosexuelle, qui vivent avec la compagne de leur mère. Mais ces enfants, ils ont un père quelque part, tous. Et là, le but est d'effacer la lignée paternelle de l'enfant, d'effacer le père. Parce que les parents, ce ne sont pas seulement ceux qui élèvent les enfants. Les parents, avant d'avoir ce rôle éducatif, ils ont aussi un statut, celui d'avoir engendré l'enfant ou de façon le plus souvent biologique, mais aussi même de façon symbolique, comme dans le cas de l'adoption, par exemple. Et ça peut très bien marcher. Mais pour que ce schéma symbolique se mette en place, encore faut-il que les parents puissent offrir à l'enfant un schéma cohérent par rapport à son engendrement, à moins de réduire le lien éducatif, enfin, le lien de filiation à un lien éducatif. Les parents ne sont pas seulement des éduteurs, ils sont plus. Non mais, bien entendu. Quand un enfant est souhaité par un couple de femmes, il s'inscrit évidemment dans 2 généalogies. Il a des grands-parents paternels et maternels de chacun des côtés. Enfin voilà, il n'y a aucun défaut symbolique dont vous parlez. Vous utilisez un grand mot dont vous ne maîtrisez manifestement pas le sens. Si, le schéma symbolique de la filiation renvoie l'enfant à son origine, parce que qu'est-ce que c'est que la filiation? Elle découle de l'acte de naissance, qui indique à chacun de qui il est né. Bien sûr. Et donc, la filiation permet à chacun de se représenter de qui il est né. Bon, en fait, la question, c'est pas la peine de la poser de façon compliquée, c'est est-ce que c'est important d'avoir un père ou pas? Que chacun se projette, est-ce que j'aurais voulu naître d'un donneur parce que ma mère a décidé que j'aurais pas de père? Voilà, c'est tout. Mais la réponse, elle est assez simple, c'est que moi, si je suis née au sein d'un couple de femmes, je suis contente d'avoir 2 mères, parce que ce sont elles qui m'ont élevée. Le père ne me manque pas parce qu'il n'y a pas de père dans ces familles-là, et ce n'est pas un problème. D'ailleurs, c'est si peu un problème que la loi française permet l'adoption par une personne célibataire. Là, ça gêne personne qu'il n'y ait pas de père, non, ça ne gêne personne. Enfin, ou une frange très minoritaire, mais la loi, pour le moment, elle est toujours en vigueur. Je sais que vous êtes en train de bouillir, François de Singly. Juste une dernière précision, mais c'est bien. Vous ne faites que frémir pour l'instant, dans un instant, vous pourrez bouillir. C'est l'éclatement de la famille ou l'absence du père qui vous pose problème? C'est l'éclatement de la famille au sens traditionnel du terme. Voilà, je dirais dans lequel nous avons majoritairement été élevés jusqu'ici. Après ça, que la famille parfois éclate, etc., comment dire, ce n'est pas de la faute du législateur. Là, ce dont on parle, c'est de façon légale, de façon institutionnalisée, organisée par la loi, d'organiser la conception d'enfants sans père. Alors, moi, je pense que c'est important pour un enfant d'avoir un père. Et quoi qu'on en dise, on connaît des exemples de défauts de père. Et c'est toujours une difficulté qu'on peut surmonter, certes, mais ce n'est pas une raison pour imposer cette difficulté. François de Singly. Moi, je suis étonné parce que sur le problème des débats, si on prend un tout petit peu d'histoire, les groupes conservateurs qui ont eu le pouvoir longtemps en France, sous la 4e et la 5e République, ont quand même voté sans que les groupes antérieurs aux vôtres manifestent quoi que ce soit. Ils ont voté l'accouchement sous X, beaucoup plus scandaleux, puisque nous avons créé en France, et quasiment les seuls au monde avec les Belges, le droit d'avoir des enfants qui naissent légalement sans père ni mère.
Alors pourquoi pas de manif sur l'accouchement sous X? Je n'ai pas vu de mobilisation très très forte. L'adoption plénière, puisque vous dites l'important, c'est aussi la dimension, le père n'est pas qu'éducatif, il est symbolique, etc. Donc quand même, parce qu'il l'a engendré, il a contribué à engendrer. Cette loi, les lois, elles sont faites pour éventuellement être remises en question. 1966, adoption plénière. Là encore, la France est celle qui défend ce modèle. Donc les groupes conservateurs ont défendu le modèle de l'adoption plénière, dont vous n'avez jamais manifesté dans la rue sur le fait que dans l'adoption plénière, un enfant avait eu un père et une mère biologiques et qui sont supprimés de l'acte d'état civil, que les parents adoptifs ont le droit de changer le nom et de changer le prénom. Ce qui est, en termes de violence symbolique, on pourrait en parler. Hein, il est en train de vous dire que vous avez choisi... Moi, c'est pourquoi, là, tout d'un coup, ça vous obsède, alors qu'on n'a jamais rien entendu. Donc, remettons, je veux bien, mais à ce moment-là, parler de l'accouchement... Vous seriez crédible si vous parliez de l'ensemble. Mais là, dès qu'il y a un peu d'homosexualité, vous vous énervez. Aude Mirkovitch. Alors ça, c'est ce que vous voulez nous faire croire. Ce n'est pas du tout un problème d'orientation sexuelle des demandeurs, parce que les femmes célibataires ne sont pas forcément homosexuelles, et même deux femmes hétérosexuelles qui n'ont pas d'hommes qui fassent l'affaire pour être pères dans leur vie et qui se mettraient d'accord pour un projet d'enfant ensemble recevraient exactement la même réponse. Et pour répondre sur l'accouchement sous X et l'adoption, ce ne sont pas des modèles, ce sont des mesures qui viennent réparer un problème existant concernant un enfant qui existe. Lorsqu'un enfant est adopté, c'est parce que l'accouchement sous X est une mesure de pis-aller, si je puis dire, pour préserver l'enfant du risque auquel il est exposé d'abandon sauvage ou d'infanticide. Et à partir du moment où la mère refuse absolument d'être connue, on pense que peut-être ça va permettre d'assurer la naissance de l'enfant dans de bonnes conditions, de lui permettre d'accoucher de façon anonyme. Alors, est-ce que cette mesure est adaptée ou pas? Je ne sais pas, on pourra en discuter. Mais en tout cas, elle a pour but de préserver l'enfant. L'adoption plénière, c'est pareil. Elle intervient au service de l'enfant pour réparer le fait qu'un enfant a été privé par les malheurs de sa vie d'un de ses parents ou des deux. Elle peut absolument pas servir de modèle au fait d'organiser... Pourquoi on efface les parents biologiques dans l'adoption plénière? Vous n'en dites rien, là. Mais parce que l'enfant n'a... Ils existent. La famille biologique de l'enfant est défaillante, inconnue ou décédée. Si elle est défaillante, pourquoi on estime qu'ils sont rien alors qu'ils ont engendré? Vous voulez faire dire à Aude Mirkovitch qu'en fait on réagit chez Juristes pour l'enfance ou dans la Manif pour tous uniquement sur des questions liées à l'homosexualité. L'adoption, elle est aussi autorisée aux femmes célibataires. Elle a été votée par les groupes conservateurs. Si c'est ce que vous pensez, dites-le clairement. Mais oui, bien évidemment. Moi, ce que je vois, c'est qu'on autorise en France des enfants sans père ni mère, qu'on autorise l'adoption, non seulement plénière, mais l'adoption aux femmes célibataires, qui n'a pas posé non plus de problème. Les lois n'ont pas été révisées par tous les ministres de droite. C'est pas parce qu'il y a des mesures qui méconnaissent déjà les droits des enfants, en effet, comme l'adoption par une personne seule, qui prive l'enfant de la chance et de la possibilité qui existe toujours aujourd'hui, de trouver un père et une mère adoptifs. En effet, ces mesures sont déjà des injustices sociales, mais ce n'est pas une raison pour généraliser l'injustice. Attendez. Vous seriez crédible si vous manifestiez contre l'ensemble des lois de filiation. Mais si Marlène Schiappa avait annoncé une réforme de l'adoption, j'en parlerai. On a annoncé une réforme de l'AMP. Vous n'avez jamais demandé, ni les groupes précédents. Mettez-vous sur ma liste de diffusion de mon association, vous serez au courant qu'on l'a demandé. Je vous repose la question parce que c'est plus simple. En fait, François de Singly vous accuse de combattre l'homosexualité. Pouvez-vous apporter une réponse ferme et claire là-dessus? Non, mais voilà. Et après, ça permet de tourner une page. Attendez. Effectivement, ceux qui ne veulent pas prendre en considération les droits de l'enfant dans ces questions de procréation nous accusent systématiquement de vouloir fermer la parenté aux homosexuels. Mais ce n'est pas le sujet, parce que comme je vous le disais, on le comprend très bien ici avec l'insémination pour les femmes célibataires et couples de femmes, quelle que soit l'orientation sexuelle de ces personnes, ce n'est pas, la réponse ne dépend pas de leur orientation sexuelle. Et une femme hétérosexuelle qui demande à l'État de lui permettre de concevoir un enfant sans père, reçoit de notre part exactement la même réponse, à savoir l'enfant a des droits, l'État s'est engagé à les respecter. En l'occurrence, on ne peut pas le priver délibérément d'un de ses parents. Deuxième reportage et vous reprenez la parole. On part en Espagne. 200 centres pratiquent régulièrement la procréation médicale assistée. Nous avons recueilli le témoignage d'une célibataire française. Montant de l'intervention 10 000 €. Karine nous parle. Elle a voulu rester anonyme. C'est un reportage de Ségolène Chaplin et Margot Bachelier.
Parce que le temps passe vite, parce que peut-être qu'au départ, quand on est jeune, 25 ans, 30 ans, ben on se dit j'ai le temps. Et puis après, on ne trouve pas forcément la bonne personne avec qui avoir un enfant. Moi, s'il y a quelque chose que j'ai toujours su, c'est que je n'imaginais pas ne pas avoir d'enfant. À 43 ans, Karine tente pour la seconde fois une fécondation in vitro en Espagne. Cette femme célibataire n'a pas le droit de bénéficier en France d'une aide à la procréation médicale. Juste pour vous dire que c'est très bien passé. On espère pour les prochains jours pouvoir un peu l'évolution des embryons. Un choix difficile pour elle, mais qu'elle assume, malgré le coût psychologique et financier. Pour une insémination telle que je la fais, il faut compter de l'ordre de 10 000 euros. Voilà, plus les à côté, les déplacements, 2 allers-retours, le logement sur place, etc. Et puis de se dire, je vais partir à l'étranger, je vais partir en Espagne, je parle pas espagnol, je vais partir en Angleterre, je parle pas anglais, je vais me retrouver à Madrid, je suis jamais sortie de mon pays, ça fout une trouille dingue. Et pour rassurer ses patientes qui viennent de l'étranger, cette clinique madrilène s'est organisée. Donc là, on a le département francophone avec toutes les coordinatrices françaises. Voilà, donc vous remplissez la fiche médicale. Et puis si vous voulez, on peut convenir d'un rendez-vous téléphonique avec le médecin. 2 médecins et 4 coordinatrices parlent français. Au fil des années, l'équipe médicale a dû s'adapter à la demande. À partir de là, il faut compter 1 mois et demi à peu près. La clinique a ouvert il y a à peu près 8 ans. Au départ, on avait à peu près 3-4 Françaises par mois. Maintenant, c'est autour de 20-25 par mois. Donc il y a eu une grosse augmentation il y a à peu près 4 ans. Et je pense que maintenant, il y a un peu plus d'informations en France. Les médecins leur conseillent de partir en Espagne parce qu'en France, il n'y a pas de solution. Donc, ils leur disent directement, allez en Espagne faire le traitement. Résultat, sur les 500 patientes traitées ici chaque année, 40% viennent de France. Parmi les profils, des femmes comme Karine qui n'ont pas accès à la PMA ou des femmes qui veulent réduire les délais d'attente. En France, pour bénéficier d'un don d'ovocytes, il faut en moyenne entre 2 et 5 ans. En Espagne, c'est plus rapide. Avec une compensation de 900 €, il y a plus de volontaires et donc pas de liste d'attente. Nous avons des donneuses qui viennent, elles font les tests, comme tous les tests sont bien vérifiés par les médecins, par les psychologistes et tout est bien, elles commencent à prendre la pilule et alors les donneuses attendent pour avoir une receveuse. Une législation plus souple qui pourrait inspirer le gouvernement français. Les femmes peuvent avoir une grossesse, n'importe pas si elles sont en couple ou pas, n'importe pas si elles sont d'ovocytes ou pas. Bien sûr, on doit s'assurer que la femme est en bonne santé, que tout est bien, on doit essayer de garantir qu'il n'y aura pas de problème pendant la grossesse. Et c'est ça qu'on fait avant le traitement. C'est la grossesse pour toutes. On dirait comme ça, oui, c'est une belle phrase. Une grossesse pour toutes, à condition d'accepter, comme Karine, de partir à l'étranger pour réaliser son rêve de maternité. La réalité, elle est là. Donc soit on l'accepte et on permet aux femmes françaises de pouvoir se faire traiter en France, soit on ferme les yeux, c'est une forme d'hypocrisie aussi, et ça rend la vie de milliers de femmes beaucoup plus compliquée. Je reviens, Caroline Mécari, sur ne serait-ce que l'intitulé de juriste pour l'enfance. Tout à l'heure, vous nous avez dit quelque chose d'important. Vous nous avez dit, finalement, un enfant, c'est pas un droit, c'est un fait, oui, d'une certaine façon. Je veux bien que vous alliez un peu plus loin. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Simplement, vous voyez, quelles que soient les configurations des couples hétérosexuels qui ne peuvent pas avoir d'enfants, des couples homosexuels qui ne peuvent pas avoir d'enfants, il y a les techniques qui permettent d'avoir des enfants. Il y en a plein, que ce soit en France ou ailleurs. En France, c'est limité. Donc, voilà. Et ça n'est pas un droit, c'est du fait. Après, la question qui se pose, c'est de savoir comment un État, éventuellement, favorise, encadre l'accès à ces techniques de procréation médicalement assistée. En France, elles sont réservées uniquement aux couples hétérosexuels. Très bien. Qu'est-ce que ça a comme conséquence ? C'est que, d'une part, les couples qui ne sont pas des couples hétérosexuels, voire les femmes célibataires, comme la femme qu'on vient de voir, vont à l'étranger. Il faut rappeler quand même que dans l'Europe, au sein de la grande Europe, il y a 26 pays qui permettent aujourd'hui la PMA
à tous les couples de femmes et femmes célibataires. La France est vraiment à l'arrière-garde. Est-ce que vous pouvez en quelques mots nous rappeler en gros, en France aujourd'hui, qui a le droit de faire quoi dans ces différents domaines et qui peut aller faire quoi dans d'autres pays européens? Très simplement, en quelques mots. Un couple hétérosexuel qui a la possibilité d'avoir accès à une insémination artificielle avec donneur anonyme, à une fécondation in vitro, éventuellement à un don d'ovocytes, voire même à un don d'embryon. C'est-à-dire qu'un autre couple qui aurait eu des embryons peut donner un de ces embryons à un autre couple hétérosexuel. Voilà, ça c'est possible. La gestation pour autrui est interdite en France, qu'on soit homo ou hétéro. Maintenant, nous sommes en Europe, et même dans un monde totalement globalisé. Nous avons une liberté de circulation. Il n'y a absolument rien qui interdise à des Françaises ou à des Français d'aller à l'étranger pour avoir accès à ces techniques médicales qui existent maintenant depuis une quarantaine d'années, qui se sont énormément perfectionnées à l'étranger. Ce n'est pas interdit. La seule question... Qu'est-ce qui se passe de retour en France? Mais il ne se passe rien du tout. C'est-à-dire que de retour en France, cette femme qui donc a bénéficié d'une insémination artificielle, par exemple, avec donneur ou d'une fécondation in vitro, va tomber enceinte. Elle va être suivie en France par son gynécologue et elle va accoucher en France très normalement dans n'importe quelle clinique, et la clinique fera la déclaration de naissance et elle va apparaître sur l'acte de naissance. Voilà ce qui va se passer. Le problème de cette femme ou le problème des couples de femmes, c'est qu'elles doivent se déplacer à l'étranger et qu'elles doivent prendre en charge le coût financier que cela représente. Et au fond, l'histoire de cette femme n'est pas... Si vous voulez, ça fait partie de la modernité, ou en tout cas de ce qu'il est possible techniquement de faire. Oui. Il y a 40 ans, cette femme qui veut un enfant, qu'est-ce qu'elle aurait fait? Elle aurait tout simplement été dans une soirée, en boîte, elle aurait rencontré un type, elle aurait couché avec lui et elle serait tombée enceinte. On n'a pas forcément envie de faire comme ça. Dès lors qu'il existe des techniques qui permettent d'avoir des enfants, on préfère le faire d'une manière qui soit, je dirais, plus cadrée, plus cadrée, je dirais. Mais ce n'est pas une grande différence en réalité. Donc il a toujours existé des femmes qui ont fait le choix d'avoir des enfants sans père. Ça, c'est possible. Mais ça, ce n'est pas la majorité. Je pense que c'est vraiment une très grande minorité. Moi, je pense que la grande majorité, ce sont des couples de femmes qui souhaitent, dans le cadre d'un projet familial, vraiment fonder une famille avec leur partenaire. Et donc, qui vont à l'étranger pour ça. Vous comprenez la démarche de la femme qu'on a suivie en Espagne ? Oui, je la comprends, mais le fait que c'est parce que je la comprends que je l'approuve. Et le fait que l'Espagne propose des inséminations des femmes célibataires ne nous oblige absolument pas à faire la même chose. On peut faire pratiquement n'importe quoi quelque part sur la planète. Est-ce que c'est une raison pour l'institutionnaliser chez nous? Non, bien sûr. À ce compte-là, en Espagne aussi, une femme de 68 ans peut bénéficier d'une PMA pour mettre au monde un enfant. En Espagne, on peut aussi avoir des enfants orphelins, post-mortem. Est-ce qu'on va se croire obligé de faire tout ça sous prétexte qu'il faut payer pour aller le faire en Espagne? Il n'y a pas que l'Espagne. Oui, mais il n'y a pas que l'Espagne. D'abord, il y a 26 pays en Europe. C'est l'honneur de la France de résister à la pression de ce marché et de ce désir sans limite, justement pour protéger les enfants à venir. Marché et désir sans limite. Attendez, vous venez d'employer des mots qui sont violents dans ce qu'ils représentent. Non, qui ne sont pas violents, qui sont réels. C'est un vrai marché. La procréation. Mais justement, attendez, pardon. C'est quelque chose. Excusez-moi. Il y a un désir d'enfants qui est très fort. Les gens sont prêts à tous les sacrifices, sont prêts à dépenser tout leur argent pour ça. Et justement, il y a des cliniques qui sont prêtes à satisfaire ces désirs et pour y trouver leur profit au passage. Et je pense que c'est tout à l'honneur de la France, justement, de refuser d'emboîter le pas à ce marché et à protéger les enfants, y compris contre les bons désirs dont ils sont l'objet, parce que les enfants aussi ont des droits. Deux choses. Oui. D'abord, si vous voulez éviter... cette, entre guillemets, marchandisation que vous décrivez, mais qui ne correspond pas à la réalité, eh bien, ouvrons la PMA en France. Comme ça, nous pouvons la cadrer comme nous voulons. Il n'y aura aucune marchandisation de quelque nature que ce soit. Parce que la marchandisation n'existe pas aujourd'hui pour les couples hétérosexuels qui ont accès à la PMA en France. Faisons la même chose pour les couples de femmes. Et deuxièmement, ce que vous oubliez de dire, c'est que il n'y a pas que le Comité national éthique qui est favorable à l'ouverture de la procréation médicalement assistée à tous les couples. Il y a aussi le Défenseur des droits qui a rendu un avis en 2015. Il y a le Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes. Ce sont des autorités indépendantes qui réfléchissent, qui constatent les évolutions de la société et qui ne s'accrochent pas à des conceptions archaïques de la manière de faire famille. François de Singly.
D'abord, il faut accepter qu'il n'y ait pas de consensus. Moi, ça ne me gêne pas. Absolument. Deuxièmement, je suis un tout petit peu gêné quand même dans la discussion, puisque moi, j'y suis favorable, mais au nom d'un système de valeurs, et non pas parce que c'est un fait. Parce que il existe des tas de choses, y compris, je vais prendre un exemple totalement incorrect, d'une certaine façon, il existe, et en France aussi, des familles polygames. Pour l'instant, en France, la famille polygame n'est pas acceptée. Mais elle n'est pas acceptée alors qu'elle existe par millions dans le monde, parce qu'on considère au niveau de notre système de valeurs. Je ne mettrai pas valeur et honneur tout à fait de la même façon. On a un système de valeurs, donc... Ici, la question de l'enfant et de l'intérêt de l'enfant, moi, c'est ça dont je voudrais discuter, parce que les techniques l'autorisent ou pas, enfin, l'autorisent, mais est-ce que la loi et tout, c'est est-ce qu'il est possible pour un couple homosexuel de faire un projet parental qui a du sens, et est-ce qu'une femme seule peut faire un projet parental ? Et donc ici, parce que là, c'est pas un truc biologique et tout, donc ça permet effectivement de poser la question de l'importance du projet parental. Simplement, dans l'histoire, il faut toujours un peu revenir à l'histoire, et je l'avais dit déjà une fois. Par exemple, la question, c'est justement le désir et le projet, qui sont des choses un peu différentes. Moi, je n'ai pas été un enfant désiré par mes parents. J'étais un enfant bébé oginos, c'est-à-dire non programmé. Il y en a eu des millions. La fameuse méthodologie. Personne n'a manifesté non plus à l'époque pour que les enfants soient désirés. Hein. Et ça s'est même bagarré avec des manifestations contre le fait que les enfants soient désirés. Donc il faut un petit peu ne pas oublier l'histoire. Et donc ici, on faisait avec un enfant qui arrivait. Quand vous le projet parental, il n'était pas nécessairement très travaillé. Quand vous me parlez de système de valeurs, vous incluez au sens républicain du terme, avec, pardonnez-moi, ce que ça induit ensuite, c'est-à-dire de la prise en charge, des questions d'argent, la sécurité sociale, à qui on offre et on rembourse quoi, comment et pour quelles raisons, on est bien d'accord. Les allocations familiales et tout le team. La question, pour moi, qui est quand même que, puisque le vrai clivage, entre guillemets, de mon point de vue, dans l'histoire du rapport à l'enfant, il y a certains utopistes qui l'avaient mis en place, ça serait des enfants qui seraient retirés de leurs parents biologiques et mis dans des orphelinats, dans d'autres modèles et tout. Ici, la question est de savoir s'il existe plusieurs forme de famille acceptant un projet sur l'enfant. Et donc ici, par exemple, on le voyait, parce que même dans la loi actuelle, on demande aux couples hétérosexuels le fait d'avoir 2 ans de vie. Donc on pensait qu'il fallait 2 ans. Bon, quand on se mariait, ma génération et celle d'avant, je veux dire, l'enfant pouvait, des fois on se mariait pour ça, mais enfin, je veux dire, le projet n'avait pas mis 2 ans à se... Et donc ici, la question, elle est, mais moi je suis pour en discuter, pourquoi nécessairement il faudrait... non pas qu'il y ait un homme et une femme, mais que ce soit aussi ceux qui engendrent, puisque sur le fond, quand même, vous avez mis l'accent sur le fait qu'il y ait l'engendrement biologique. Qu'est-ce que vient faire l'engendrement biologique dans le projet parental? C'est une de mes questions pour moi. Aude Mirkovitch vous répond, et puis ensuite on va découvrir le dernier reportage de l'émission. Eh bien moi je pose la question à tous ceux qui nous écoutent, qui accepterait de quitter la maternité avec un autre enfant que le sien? Et on voit l'importance du lien biologique. Même les adultes, les couples qui recourent à la procréation médicalement assistée, les couples qui recourent à la procréation médicalement assistée ne sont pas contents du tout quand les hôpitaux font des erreurs de gamètes ou des erreurs d'attribution d'embryons. Et quand l'embryon qui leur est implanté n'est pas le leur ou qu'il n'est pas issu de leur gamète, vous savez ce qu'ils font? Ils attaquent la responsabilité de l'hôpital parce qu'ils estiment subir un préjudice. Et l'agence de la biomédecine nous dit même que dans la totalité des cas, ils préfèrent mettre fin à la grossesse. Donc le couple qui attend l'enfant, de quoi est-ce qu'il se plaint? Il attend un enfant. Il se plaint de ce que l'enfant n'est pas issu de ses gamètes au point qu'il vaut mieux avorter. Et en revanche, tout à coup, quand on parle de l'enfant, pour lui, on déclare de façon péremptoire qu'il serait complètement indifférent d'avoir n'importe quel adulte comme parent sous prétexte que cet adulte l'a désiré. Eh bien non, on ne peut pas avoir ainsi une justice à double vitesse. Pour les adultes, c'est important d'avoir une progéniture qui est issue d'eux, mais pour l'enfant, ce serait complètement indifférent. Pour lui, il devrait subir les choix des adultes. Voilà. Mais c'est ce qu'on fait tous, on subit les choix de nos parents, quels qu'ils soient. Et on fait avec. À ma connaissance, En une phrase, s'il vous plaît, parce que j'ai annoncé le reportage. Ah oui, pardon.
Hein, ah bah très bien, alors ça sera après. Le gouvernement a donc pris le risque d'ouvrir un nouveau fonds social. C'est en tout cas ce que pense Ludovine de la Rochère, présidente de la Manif pour tous. Cette dernière cite un sondage du mois de juin dans lequel 77% des Français interrogés estimaient que l'État devait garantir aux enfants conçus par PMA le droit d'avoir un père et une mère. Hugues Dago, Océane Le Rouge. C'est pas un droit. À quelques jours de son université d'été, dernier préparatif dans ce local de la Manif pour tous. Et sa présidente met la main à la pâte. Le collectif poursuit son combat pour des familles composées d'un père et d'une mère. Alors pas question d'élargir la PMA. Priver un enfant de père ou de mère, c'est une chose terrible. Nous le savons tous profondément. Et il y a des gens qui ont l'énergie et la générosité de se battre pour cela et de battre le pavé quand il faut. La dernière grande mobilisation de la Manif pour tous remonte à 2013. Une véritable démonstration de force. Plusieurs centaines de milliers de personnes rassemblées à Paris contre le projet de loi sur le mariage pour tous, porté par Christiane Taubira. Mais depuis le vote de cette loi, le mouvement de contestation s'est essoufflé. Octobre 2016, seulement 24 000 à 200 000 personnes défilent dans les rues de la capitale. Que s'est-il passé ? Il n'y a pas de perte d'adhésion. Vous savez, quand on envoie une information parce qu'il y a vraiment un sujet extrêmement important sur lequel il faut se mobiliser, nous avons des centaines de milliers de personnes qui répondent. Quand Marlène Schiappa a fait cette annonce, j'ai reçu, je pense, quasiment 1 millier de messages en moins d'1 heure. On est dans le cœur du sujet. Et puis il y a eu la campagne présidentielle. François Fillon est pour limiter la PMA aux seuls couples stériles. Même chose pour Marine Le Pen, pour ne pas, dit-elle, fabriquer des enfants sans père. En revanche, le candidat Macron se dit favorable à l'élargissement de la PMA, mais préfère attendre la décision du Comité national d'éthique. Emmanuel Macron, cible de la Manif pour tous pendant la campagne, est aujourd'hui président de la République et le Comité national d'éthique a depuis émis un avis favorable. Alors, comment faire à la Manif pour tous pour tenter de peser et relancer la machine ? Il ne s'agit pas de relancer la machine. Vous savez, il y a beaucoup de manières d'agir. Il n'y a pas que les manifestations. La Manif pour tous, elle travaille d'une manière très régulière, quotidienne. On rend public des sondages, des tribunes, on lance des campagnes. On lance bientôt une campagne de communication justement sur la question de la PMA sans père. Elle est lancée dans quelques jours pour alerter les Français et pour faire savoir ce qui est en jeu, à savoir l'enfant, mais aussi le père. La PMA sans père, ça revient à dire que les enfants n'ont pas besoin de père, que les femmes n'auraient pas besoin d'hommes, sauf pour donner du sperme. C'est quand même, sur un plan humain, ça pose quand même des problèmes immenses, pour ne pas dire vertigineux. Mais ces modes d'action suffiront-ils à faire plier le gouvernement ? D'autres, issus de la Manif pour tous, ont fait le choix du combat politique pour défendre la même vision de la famille. Leur nom, Sens commun, devenu un mouvement à part entière au sein du parti Les Républicains. François de Saint-Gly, c'est intéressant, vous êtes sociologue et on se rend compte que ces questions sont aussi aujourd'hui éminemment politiques. C'est-à-dire que c'est au cœur de la société française, il y a des débats autour de ces questions, la vision de la famille, comme s'il y avait une famille de droite, une famille de gauche, je ne sais pas s'il y a une famille du centre. Enfin, comment vous percevez ça, vous ? C'est une belle question parce que ailleurs, par exemple, des groupes conservateurs ont voté le mariage homosexuel sans aucun problème. Donc en France, c'est un problème. La famille est historique. Moi, c'est simplement ma première réaction, toujours sur le problème du projet parental. Et là, je vais même intervenir en tant qu'homme, père. Je suis par exemple totalement choqué que la représentation du masculin et du féminin prenne toujours cette couleur rose et bleue, comme si mon épouse devait porter du rose et moi du bleu. Enfin, au sens de tout ce que ça veut dire. Moi, j'estime avoir été un bon père. Maintenant, je suis grand-père. Je ne sais pas si c'est d'abord en tant qu'homme. Le rose et le bleu, vous êtes sûr que ce n'est pas anecdotique aujourd'hui, ce genre de question ? Non. C'est un stéréotype. Oui. Mais ce que je voulais dire derrière, c'est que ça veut dire... Non, mais quand on dit un enfant a besoin d'un père et d'une mère, c'est qu'on considère, de mon point de vue,
Soit c'est la nature qu'on veut respecter à tout prix, à ce moment-là, il y a de la stérilité et tout, on peut ne pas en parler. Soit on considère que c'est des qualités intrinsèquement différentes. Moi, même à titre personnel, c'est une chose qui m'étonne. On est tous sur fond bleu. Juste quand même une chose. Oui, voyez, juste sur la question du mariage, j'avais une question encore. Le mariage, je suis marié. Moi, je veux pas des questions, je veux des réponses. Les enfants, mes enfants, entre guillemets, sont ceux qui sont nés de mon épouse. Parce que la loi en France considère que tous les enfants nés de la femme à l'intérieur du mariage sont aussi les enfants de l'homme. Les juristes savent que ça n'est pas vrai. Forcément vrai. Savent que ça n'est pas nécessairement vrai. Oui. Je n'ai pas le droit de demander la vérification. Et donc, on a une fiction à l'intérieur même du mariage hétérosexuel. Il y a une fiction puisque je suis un père éducatif, incontestable, et un père biologique, peut-être. Alors, il est resté dans la biologie, il n'a pas voulu répondre à ma question qui était d'ordre politique. C'est étrange parce qu'il est sociologue. Ça, très bien, ça le regarde. Il est sociologue de la famille. Vous vous rendez bien compte quand même de ces enjeux. Est-ce qu'on peut dire simplement aujourd'hui, par exemple, juriste pour l'enfance, aujourd'hui, assume d'avoir une image conservatrice, c'est pas un mot gros, ni d'ailleurs un gros mot, de ce qu'est l'image de la famille dans notre pays, et s'inquiète de certaines évolutions? Oui, si être conservateur, c'est s'inquiéter de sauvegarder en effet le droit et l'intérêt de l'enfant, et je veux bien assumer cette étiquette sans problème, mais je ne pense pas que la famille soit politique, parce que ces questions-là transcendent quand même pas mal les partis. On voit bien que dans tous les partis, il y a quand même un petit peu des avis différents sur ce sujet. Et moi, je pense que la biologie n'est pas indifférente en matière de filiation. Évidemment que la filiation ne se réduit pas à relayer... Pourquoi le mariage hétérosexuel le nie? La filiation ne se réduit pas à relayer une information biologique. Et en effet, lorsque la loi désigne le mari comme père, elle ne vérifie pas qu'il l'est. Elle l'interdit. Mais non, justement, c'est une présomption. Et cette présomption peut être combattue et on peut apporter la preuve contraire si ça n'est pas le cas. C'est-à-dire que non, je n'ai pas le droit de demander un test de paternité. Parce que vous avez peut-être laissé passer les délais, parce qu'au bout d'un certain temps, on estime que la prescription, que l'ordre établi l'emporte peut-être sur la réalité biologique. Mais bien sûr que si, il est possible de contester la présomption de paternité. Mais peu importe. La politique, dans toutes ces questions. Très clairement, vraiment... En effet, à la fois, le droit, d'une façon générale, est politique. Et les questions relatives... Non, le droit de la famille est éminemment politique. Oui, pourquoi? Jusqu'en 1910, par exemple, le droit français disait qu'une femme qui n'était pas mariée, qui pourtant donnait naissance à un enfant, donnait naissance donc à ce qu'on appelait un bâtard, qui jamais ne pouvait être reconnu par son géniteur. Cet enfant n'avait pas de père, ça gênait personne. C'était la conception bien bourgeoise de la famille. La Manif pour tous, Ludovine de la Rochère, en fait, qu'est-ce qu'elle est? JPE, pareil, qu'est-ce qu'ils sont? Au fond, ils sont quelque part les héritiers de la conception du maréchal Pétain. Travail, famille, patrie. Avec une famille composée d'un père, d'une mère, de 2 enfants, liés à la biologie. On s'inscrit là-dedans. Et évidemment que c'est un combat Vous êtes en train de nous politique. suggérer que ceux qui ne sont pas d'accord avec vous sont des fachos? Non, pas du tout. Absolument pas. Historiquement... Alors, il faut que vous répondiez à ma question. Historiquement, réellement, ça s'inscrit dans cette filiation. Quand vous connaissez l'histoire, ça s'inscrit dans cette filiation. Je n'ai aucun doute là-dessus. Ils ont parfaitement le droit d'être dans cette filiation, ça ne me pose pas de problème. Mais voilà, il faut aussi savoir qui on a en face de soi. Et évidemment que c'est politique, évidemment que le débat permet de faire évoluer les lois, surtout qu'en matière de filiation, la filiation, les règles relatives à la filiation, ce sont des constructions juridiques qui évoluent d'une époque à une autre. Travail, famille, patrie? Non, mais est-ce qu'on va aussi me reprocher de ne pas avoir manifesté en 1910? Je veux dire, il faut arrêter de toujours se... Non, mais c'est pour... Attendez. Faut arrêter de s'appuyer sur des choses qui n'allaient pas par le passé pour dire, regarde, en 1910, il y avait ça qui n'allait pas, donc voilà une bonne raison pour maintenant fabriquer des enfants sans père. Non, je suis désolée, le raccourci est trop facile. C'est pas parce que par le passé, il y a des choses qui ont été faites, qui étaient à revoir et qui ont été revues d'ailleurs. C'est pas parce que aujourd'hui la loi comporte des lacunes pour vraiment sauvegarder les droits des enfants qu'il faut aller encore plus loin et aggraver justement la violation de leurs droits. Donc le passé n'est pas une excuse, nous parlons pour l'avenir, et pour l'avenir, la loi française doit protéger les enfants. Fin de cette première partie d'émission. Merci les uns et les autres d'y avoir participé. L'info du vrai, bien entendu, continue. Rediffusion, comme chaque jour de notre débat, à 22h sur CNews. Et on se retrouve dans quelques instants.